Ravi de vous retrouver sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour ce grand direct. Tout d'abord, les titres. Renforcer la confiance entre parties prenantes pour des élections apaisées, transparentes, crédibles et dans le délai est l'objectif du dialogue de ce mercredi 2 novembre entre les animateurs de la CENI, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo avec la centrale électorale. Nous parlerons également de la palme d'or du test national des magistrats qui revient à Charlotte Anjo Onyumbe, la lauréate de Kinshasa qui s'est distinguée parmi les 5000 nouveaux magistrats sur les 24 602 identifiés pour ce concours en obtenant 80% des résultats. La liste des lauréats des différentes provinces a été publiée mercredi par le président de la Cour constitutionnelle lors d'un point de presse organisé dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Kinshasa. Puis, les habitants du village Mukumbi sont montés au créneau ce jeudi 3 novembre pour réclamer leur indemnité après les dommages subis depuis 6 ans. Ils souhaitent regagner leur village pour reprendre des activités champêtres. Voilà tout pour le sommaire. À tous et à toutes, bienvenue. Commençons par les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo qui ont décidé de renouer le fil du dialogue avec la centrale électorale afin de renforcer la confiance entre parties prenantes pour des élections apaisées, transparentes, crédibles et surtout dans le délai. Une décision adoptée à l'issue de la rencontre de ce mercredi 2 novembre. Suivez. Dans une ambiance de convivialité, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé ce mercredi 2 novembre dans son cabinet de travail avec Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, et le révérend pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'ECC. Pour le secrétaire de la SENCO, la tenue des élections dans le délai est un facteur de la paix. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Dans cet échange, il s'est dégagé une identité de vue qui a réjoui les confessions religieuses, chose qui renforce la confiance entre ces confessions et la CENI. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement, de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Le lundi 1er novembre 2022, la CENI a lancé la formation des formateurs pour la révision du fichier électoral. Entre-temps, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sont prévues en décembre 2022. Et dans un communiqué rendu public le mardi 1er novembre, le ministère des Hydrocarbures a porté à la connaissance des entreprises présélectionnées le changement intervenu dans le chronogramme de la procédure d'appel d'offres de 3 blocs pétroliers et gaziers. Le dépôt des offres est reporté au 26 novembre prochain d'Orsin et Pimouteb. C'est pour permettre d'une part aux sociétés présélectionnées de réunir les éléments nécessaires répondant aux spécificités de l'exploitation du gaz méthane identifié dans le lac Kivu et d'autre part à la commission ad hoc d'affiner les critères d'évaluation des offres aux fins d'une sélection judicieuse que le dépôt des offres initialement prévu pour le 25 octobre dernier est reporté pour le 26 novembre prochain, a fait savoir le ministère des Hydrocarbures. L'appel d'offres pour les 3 blocs gaziers avait été lancé fin juillet, en même temps que 27 blocs pétroliers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo assure qu'il veillera au respect de l'environnement, mais ces projets pétroliers et gaziers font objet de vives critiques, notamment par Greenpeace, qui met en garde depuis plusieurs mois contre les conséquences catastrophiques que cette exploitation pourrait avoir sur les communautés, la biodiversité et le climat, car touchant notamment à un complexe forestier riche en tourbières. À travers cette opération d'appel d'offres, le gouvernement congolais met à la disposition des investisseurs 66 milliards d'énormes mètres cubes de gaz situés dans le lac Kivu.
Parlons à présent des 5 000 nouveaux magistrats sur les 24 602 identifiés qui ont été sélectionnés après le concours de recrutement de nouveaux magistrats sur l'ensemble du pays. La palme d'or de ce test national revient à Charlotte Anjo Onyumbe, lauréate de Kinshasa, qui a obtenu la mention grande distinction avec 80% des résultats. La liste des lauréats des différentes provinces a été publiée mercredi par le président de la Cour constitutionnelle en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était lors du point de presse organisé dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Kinshasa. Sur les 34 000 candidats nouveaux magistrats, 23 081 officiellement identifiés sélectionnés pour les concours de recrutement des nouveaux magistrats dans les 15 sites des passations de ces tests nationaux sur l'ensemble du pays. 4 000 lauréats ont été retenus pour avoir distingué parmi les meilleurs classés en ordre utile à cet examen national dont le taux de participation est évalué à 24,6%. Des chiffres ici avancés par le président de la Cour constitutionnelle en sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature lors du point de presse organisé dans la salle d'audience de la Cour de cassation pour annoncer la publication solennelle des résultats de cet examen national. Avec l'avènement du chef de l'État actuel, il le veut parce que la justice c'est son cheval de bataille. On ne peut pas avoir un état de droit si la justice ne marche pas. C'est ce qui fait que, pour la première fois dans ce pays, on va accepter de faire cet effort budgétaire dans le contexte actuel de recruter 5 000 magistrats. Pour Dieudonné Kamuleta, la palme d'or de ces concours revient à la lauréate habitant la ville de Kinshasa du nom de Charlotte Anjo Onyumbe qui a obtenu 80% des résultats. Face au refus de certains magistrats de se rendre dans leur lieu d'affectation à l'intérieur du pays, le président du Conseil supérieur de la magistrature tape le poing sur la table pour interpeller les récalcitrants. Cette fois-ci, les choses ne se feront pas comme ça. Et par la volonté politique et par la détermination du Conseil supérieur de la magistrature. Il y aura des frais pour les déplacements. Et là, il était même dit ceci. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas exceptionnels de recours. Mais il faudra que ce recours-là soit entériné par le chef hiérarchique du lieu d'affectation. Vu les besoins et l'urgence de rajeunir l'appareil judiciaire congolais, Dieudonné Kamuleta a justifié l'ajout des 1000 autres lauréats sur demande du chef de l'État, ce qui a permis au secrétariat permanent du CSM de revoir ses critères pour permettre de ramener les chiffres à 5000 nouveaux magistrats retenus, dont 2500 pour l'exercice 2023 et 2500 autres pour l'exercice 2024. Rendons-nous à présent à l'est de la République démocratique du Congo où une forte délégation interinstitutionnelle des députés et ministres nationaux séjourne depuis ce jeudi, plus précisément à Goma. Selon le chef de la délégation, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, l'objectif principal de cette mission est l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre et l'inspection des militaires qui sont aux différentes lignes de front contre les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Plus de détails avec Patrick Sialoua, notre correspondant depuis Goma. C'est en début d'après-midi que cette délégation interinstitutionnelle, députés et ministres nationaux, dont Julien Paloukou de l'industrie, Denzangi Butondo de l'enseignement supérieur et universitaire, de Modeste Mutinga des affaires sociales, est arrivée à Goma sous la conduite du ministre congolais de la Défense et ancien combattant, le général à la retraite, Gilbert Kabanda. Accueilli par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, cette délégation gouvernementale vient pour réconforter la population et les militaires engagés au front, déclare le ministre congolais de la Défense. Nous sommes venus essentiellement en mission humanitaire, d'assistance à nos populations sinistrées par la guerre, comme vous le savez. Et secondairement, moi, en tant que ministre de la Défense, je viens faire une inspection opérationnelle. Voilà. Peu après son arrivée, le ministre de la Défense, avec sa suite, a tenu une réunion sur la situation sécuritaire et humanitaire en province, respectivement, avec les membres du comité provincial de sécurité et les acteurs humanitaires. Parce que la première mission, c'est une mission humanitaire. Nous avons fait une évaluation avec les humanitaires.
de toute la situation, les besoins, les sites, les interventions à faire. On vient de passer tout ça en revue et immédiatement nous allons entrer en fonction pour aller vers les sinistrés et leur apporter le secours. Les fils et filles du Kasaï central ont été appelés à une mobilisation pour soutenir les FRDC. L'appel est de l'autorité provinciale John Kabeya Chikai lors d'un message de compassion au FRDC. John Kabeya invite par ailleurs toute la population à marcher à ses côtés ce samedi 5 novembre 2022. Les propos de John Kabeya Chikai ici ont été recueillis par Solène Toumba Moufika. Notre pays est agressé par le Rwanda et l'Ouganda. En tant qu'autorité provinciale, je ne peux pas rester indifférente non plus. Nous sommes déterminés à accompagner notre chef de l'État, accompagner nos FRDC qui sont au front pour leur montrer notre soutien. C'est ainsi que je demande à toute la population du Kasaï central de se mobiliser comme un seul homme les samedis à 10h pour manifester notre soutien, pour manifester notre mécontentement auprès des agresseurs. Qu'ils sachent très bien que la RDC restera une et indivisible. On ne peut pas reculer, l'union fait la force. Avec Dieu, nous allons vaincre. 300 millions de dollars en faveur de l'autonomisation des femmes, la transformation économique et la création de l'emploi en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, soutenu par la Banque mondiale, sensibilise les femmes et les jeunes de quelques villes du pays, dont Mbujimayi, y compris quel sera l'impact de ce nouveau projet dénommé Transformé à Mbujimayi. On écoute le coordonnateur national du dit projet, Alexis Mangala, au micro de Franck Mbambi. On soutient les PME qui sont dans l'agro-industrie, l'industrie légère et les services, à l'exclusion du commerce général et du commerce d'import-export. Si je dois vous citer les villes du projet, les villes du projet sont Kisha, Mbujimayi, Kananga, Bukavu, Goma, Matadi et Bunia. L'enveloppe n'est pas répartie par ville. La ville qui s'organise le mieux va rafler la mise. Et franchement, nous souhaitons que cette ville qui va rafler la mise soit la ville de Mbujimayi. Pour que les gens se détournent, qu'ils ne pensent pas que tout se limite au gisement du diamant, mais qu'il y a autre chose à faire. Et c'est l'entrepreneuriat qui va chasser le chômage dans la ville de Mbujimayi, qui va créer de l'emploi. Ce n'est pas l'exploitation artisanale des mines, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée là-dedans. Aujourd'hui, si un entrepreneur réussit à capter ce financement, il va développer son business, il va engager du personnel, ça chassera de l'emploi. On ne verra plus tous ces jeunes gens, ces jeunes dames qui traînent dans la ville inutilement. Et le gouvernement provincial trouvera son compte dans le paiement de taxes et impôts que ces entrepreneurs vont payer. Direction le Haut-Katanga, du 3 au 4 novembre 2022, la ville de Lubumbashi va vibrer au rythme du Forum des leaders religieux et traditionnels pour une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a rencontré ce jeudi 3 novembre la directrice exécutive adjointe chargée des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population. Diéné Keïta séjourne dans le Haut-Katanga pour justement prendre part à l'ouverture de ces travaux. Suivez. Les violences basées contre le genre, c'est une lutte politique. Donc l'engagement de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est essentiel. Donc je lui suis vraiment vivement reconnaissante pour les efforts qu'il fait en cette matière, parce que aussi pendant qu'il fait ça, il répare aussi un hôpital dans la ville qui va permettre d'accueillir aussi les victimes et de fournir des soins plus adéquats aux femmes. Donc j'espère qu'il va continuer, il nous l'a assuré, et on va l'accompagner dans ce sens-là pour nous assurer que les femmes de la grande région du Katanga puissent avoir un développement serein et harmonieux. Vous savez, les chefs traditionnels et les chefs religieux ont une influence énorme sur la vie de toute population, surtout sur le continent africain
leur vision, leur voix compte énormément. Donc nous avons les pratiques néfastes et nous avons les pratiques positives. Ce que nous voulons, c'est renforcer les pratiques positives et diminuer et éliminer toute pratique néfaste à la vie de bien-être des femmes et des jeunes filles. Autre chose à présent, dans l'actualité, l'entreprise minière Angry Construction Company, HCC en sigle, a reçu une équipe musclée de la commission mixte Assemblée provinciale du Lualaba, gouvernement provincial. Cette équipe, avec pour superviseur l'honorable Gaston Mouchid, s'est rendu compte des conditions de travail des employés. Dans cette entreprise, beaucoup reste à améliorer. C'est notamment la nourriture et les soins de santé procurés aux Congolais qui travaillent sur le champ. La délégation s'est entretenue avec 8 agents qui ont été licenciés abusivement. Suivis. Poursuivant sa tournée dans les entreprises minières pour se rendre compte des conditions de travail des employés, la commission mixte Assemblée provinciale du Lualaba, gouvernement provincial, est arrivée à l'étape de l'entreprise Angry Construction Company, HCC en sigle. Œuvrant dans la filiale Zinjin, cette entreprise emploie 1394 Congolais, aucune femme et 81 Chinois. Dans quelles conditions travaillent-ils? Une des questions majeures de cette commission, chapeautée par l'honorable Gaston Mouchid. Lui et les autres membres constitués des honorables députés Trésor Chikambi, Michael Ben Kassongo, Pierre Kamboueng Tchikout et du ministre provincial du Travail, Jules Kabouit, ont reçu de prime abord l'aperçu général de la dite entreprise. Pour lier les explications leur fournies à la réalité, ils ont fait le tour du site. Les conditions sont piteuses, ont-ils remarqué. Tenez, les travailleurs congolais ont de la peine à manger. 4 boîtes sardines à huile pour tout un chacun pendant 1 mois. Un pain et une boisson sucrée en dépit de l'atmosphère dans laquelle ils travaillent. Pas de médecin de travail, non plus de poste de santé adéquat. L'unique que cette entreprise possède ne répond pas aux normes. Possédant 2 matelas fatigués, la délégation a intimé l'ordre de les remplacer par une bonne qualité. Illico presto, c'était fait. Ces représentants du peuple ont rencontré une délégation des agents qui ont été licenciés abusivement. L'honorable Gaston Mouchid les a apaisés. Il a tout de même réuni les responsables de l'entreprise pour gérer ce cas dont la genèse a fait le tour des réseaux sociaux. Justice sera faite d'un ton rassurant, a-t-il dit. Vous connaissez l'incident, tous nous avons suivi dans les réseaux sociaux qu'il y a un Chinois qui a tapé sur un Congolais qui lui a même déchiré les habits. Nous pensions que ça se passait très loin de chez nous. Nous venons d'en avoir le preuve. Les Chinois s'appellent Li et il est de votre entreprise. C'est-à-dire la commission devra pouvoir saisir la justice de manière à ce que M. Li soit puni de la bonne manière. Il est aussi revenu sur les cas qui enfreignent la loi au sein de cette entreprise. Les brutaliser. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas déploré les comportements des Chinois qui sont en train d'agresser les travailleurs? La tournée se poursuit pour le bien des travailleurs au sein des entreprises dans la province du Lualaba. Et à l'occasion de la célébration ce 2 novembre de la Journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis à l'égard des journalistes, l'ONG Journalistes en danger a rendu public son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Ce dit rapport met un accent sur les menaces et attaques enregistrées au cours de l'année 2022 contre les médias et les journalistes congolais. Plus de détails dans ce récit de Michael Mutwila. Dans ses rapports, GED a évoqué au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse qui se répartissent comme suit. 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes agressés, 17 médias ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés et 1 seul tué. Par ailleurs, ces chiffres sont en augmentation par rapport à l'année 2021 où GED avait compté 110 cas et 116 en 2020. En outre, GED affirme dans ses rapports que 4 ans après l'élection de Félix Tshisekedi et à une année des élections, la situation actuelle de la presse au Congo n'est ni meilleure ni pire que celle qu'elle a toujours été. GED a indiqué que plusieurs facteurs mettent en mal la liberté de l'information en République démocratique du Congo. C'est notamment l'environnement politique et la sécurité marquée par des conflits armés dans l'est du pays.
pays de l'existence d'une loi sur la presse répressive et vieille de plus de 2 décennies qui criminalise les délits de presse en prévoyant de lourdes peines d'emprisonnement de journalistes. Encore faudra-t-il ajouter la multiplication de cas d'abus de pouvoir de personnes qui détiennent une parcelle de pouvoir et qui se vengent des journalistes ou de médias qui les dérangent en toute impunité. Ainsi, pour mettre fin à cette prédation de journalistes, JED renouvelle une fois de plus ses recommandations au gouvernement congolais pour créer des conditions favorables qui permettent l'émergence des médias libres, indépendants et professionnels. Ces changements passent par une réforme sans délai de la loi actuelle sur la presse en consacrant les principes de la dépénalisation des délits de presse, doter la RDC d'une loi d'accès à l'information publique, mettre fin aux arrestations arbitraires de journalistes et aux fermetures injustifiées de médias, mettre en place un mécanisme national de protection de journalistes et constitué de relais dans les différentes institutions concernées par la question de la sécurité afin que les exactions commises contre les professionnels de médias ne restent impunies. Parlons à présent du président provincial de la jeunesse qui a reçu dans son cabinet de travail ce jeudi tour à tour une délégation de la Fédération universitaire et scolaire du Congo venue lui présenter ses civilités et solliciter son accompagnement dans leurs activités et une délégation de la famille de feu Dani Kabongo, l'un de ses membres décédé à Fungurume dans des conditions floues. La famille est venue solliciter l'aide des autorités compétentes pour que Dani Kabongo, décédé depuis 7 mois, soit enfin enterrés. Les détails, c'est dans cet extrait choisi par Louis Fatou. Kama mnaniona hapa leo ku bureau ya jeunesse, c'est-à-dire nilikuya kuona président wao wa jeunesse, ça fait 7 mois. Je suis venu voir le président de la jeunesse parce que cela fait 7 mois depuis que mon fils Daniel Ngogo est décédé à Fungurume dans des circonstances floues. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours en deuil à la maison avec toute la famille et nous n'avons pas encore eu une suite favorable pouvant nous consoler ou nous aider à connaître les vraies causes de la mort de notre fils. Jusqu'à présent, il n'est pas encore enterré et son corps est toujours gardé à la morgue de TFM. C'est pourquoi 7 mois après, aujourd'hui nous avons décidé de venir voir les autorités du Lualaba. Nous voulions plus rencontrer la vice-gouverneure, le ministre de l'Intérieur parce que le décès a été causé par la police, mais aussi le ministre de la Jeunesse pour qu'il nous aide à trouver une solution palpable à ce problème. Maman, la gouverneure, nous sommes ministre de l'Intérieur, nous ministre de la jeunesse, nous sommes la FISCO. La FISCO, c'est la Fédération universitaire et scolaire du Congo. Notre siège national se trouve à Kinshasa et dans chaque province de la République démocratique du Congo, nous y sommes représentés. Et pour la province du Lualaba, c'est moi qui chapeaute la coordination provinciale du Lualaba. Alors, c'est le mobile de notre présence, présenter les civilités auprès du président du Conseil provincial de la jeunesse. Nous sommes aussi là pour solliciter l'accompagnement de la CPJ dans nos différentes activités que nous aurons à organiser sur la ville dans le secteur éducationnel, parce que la FISCO a fait du secteur éducationnel son cheval de bataille. Donc nous serons là pour sensibiliser et lutter, beaucoup plus lutter contre toutes les antivaleurs qui rongent les secteurs éducationnels dans notre province. Et en passant, nous remercions vraiment le président qui nous a accueillis chaleureusement, qui nous a ouvert ses portes et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que nous venons à notre bureau. Je l'ai annoncé au sommaire, les habitants du village Mukumbi, situé à plus ou moins 10 km du centre-ville de Kolwezi, sont montés au créneau dans la matinée de ce jeudi 3 novembre pour réclamer leur indemnité après les dommages subis depuis 6 ans. Ils souhaitent regagner leur village pour reprendre les activités champêtres. C'est à la résidence du chef du village Mukumbi qu'ils se sont réunis. Suivez-le dans ce récit d'Olivier Cavon et John Wema. Voici 6 ans que les habitants du village Mukumbi ont été sommés de quitter leur village par l'entreprise Chemaf. Dans la quête de la réparation des dommages subis, ces habitants des Mukumbi ont franchi le portail de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale du Lualaba sans obtenir gain de cause jusqu'à nos jours. Sans baisser le bras, ils se sont réunis ce jeudi 3 novembre pour demander au chef du village l'autorisation de regagner leur village. Tunakuya kwa chef Mukumbi. Ça fait longtemps. Nous sommes ici chez les chefs pour réclamer nos droits.
Les autorités nous avaient demandé de les laisser le temps de travailler sur ce dossier, mais sans succès. Notre souhait est de regagner notre village. Voilà ce qui justifie notre présence ici. C'est comme si le chef du village est corrompu. Coûte que coûte, nous allons regagner notre village aujourd'hui. Objectif est de chef Mukumbi. Solution yake ni hapa etujibie tukunenda le même leo kumukumbi. Marco Kalambay, chef du village Mukumbi, continue à faire confiance au bureau de l'Assemblée provinciale et promet à ses administrés d'attendre jusqu'à ce que l'Assemblée va donner sa réponse. Nous avions été confrontés, nous, communauté, la société Chemaf, qui était représentée par ses avocats, et le ministère de l'Intérieur. L'Assemblée provinciale a jugé 3 documents, entre autres, borderont des versements, puisque dernièrement la société réclamait avoir mieux versé la somme consistante destinée à la communauté Mukumbi. Vous nous présentez un cahier de charge. 3, vous devez aussi nous doiter, là vous avez relocalisé ce gens. La population réclamait de regagner le village. Moi je disais non, comme les dossiers entre la main de l'Assemblée provinciale mérite aussi une petite partie de la confiance et nous devons geler jusqu'à tel point qu'on aura une réponse adéquate. Les habitants du village Mukumbi sollicitent l'implication des autorités compétentes pour que justice soit faite, a ajouté le chef du village. Toujours en société, le centre de santé Kamimbi du village qui porte le même nom, situé à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, fait face à plusieurs difficultés de différents ordres. C'est entre autres le manque de médicaments, la non-prise en charge du personnel. Concernant la faible capacité d'accueil, un nouveau centre de santé est déjà construit pour pallier cette difficulté. Louise Fatou nous donne plus de détails dans ce récit. Cette structure sanitaire existe depuis l'époque coloniale. Le centre de santé Kamimbi rencontre plusieurs difficultés, dont le manque de courant électrique pour la bonne prise en charge des patients, le manque d'eau potable et bien d'autres. La population du village Kamimbi, en majorité agriculteurs, ne parvient pas à payer correctement pour les soins. Du point de vue accouchement, on a essayé un peu de rabattre, on a dit l'accouchement c'est 0 francs. Mais vaut mieux aussi que l'État songe aussi à rémunérer aussi les personnels qui soignent. Pour le point de vue, on a un tarif forfaitaire, un tarif qu'on a négocié avec la communauté. Pour les enfants, c'est juste 5 000 et les adultes 10 000 francs. Maintenant, vous avez dans le milieu les champs, les cultivateurs. Avoir l'argent, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de travailleurs, les gens sont vraiment démunis. En dehors de ces difficultés, le personnel soignant des Kamimbi sollicite l'implication des autorités compétentes pour sa prise en charge, mais aussi pour lui fournir des médicaments. Les difficultés majeures, je commence d'abord par les infirmiers qui travaillent au niveau de l'heure de santé. Ce sont des infirmiers matriculés mais non payés par l'État. Ils ne reçoivent pas la prime au niveau national, mais au moins la prime provinciale. La prime de risque, là, on reçoit quand même. Et aussi, nous venir en aide aussi, toujours dans le point de vue médicaments, et aussi soutenir. Si les entreprises ici peuvent aussi prendre en charge les infirmiers qui sont en train de soigner au niveau de la communauté, parce qu'il y a l'entreprise minière qui sont aux alentours. Le centre Kamimbi ayant une faible capacité pouvant recevoir tous les malades du village, verra bientôt cette difficulté être résolue. Un hôpital moderne est déjà construit dans ce village par différentes entreprises qui l'entourent pour pallier la situation. Les travaux de construction sont achevés et la structure n'attend que son équipement pour pouvoir fonctionner. C'est par ici que se clôture cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.